Bonjour à tous, Jean-René Ladmiral pour mon émission Paroles et Pensées. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une série un peu particulière, où j'ai le privilège d'avoir invité et de continuer à inviter des patrons d'émissions. Je m'en expliquerai après, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un patron d'émission par excellence, qui est Richard de Sèze. Bonjour. Et bonjour. Et donc, je vous dis, je fais une série sur les patrons d'émissions parce que les fidèles de Radio Courtoisie écoutent les émissions et comme il y a très nombreux patrons d'émissions qui ont des types d'émissions différentes, il y a une sorte de connivence, de familiarité qui se produit plus dans l'habitude, mais nous avons pensé, par exemple Laurent Arthur Duplessis et moi-même, que les auditeurs étaient intéressés à savoir qui cause dans le poste. Alors, c'est pourquoi j'ai invité Richard de Sèze, qui est un homme à plusieurs facettes, comme beaucoup d'entre nous, mais plus que certains en tout cas. Et alors, euh, il est côté Radio Courtoisie, mais je l'ai connu pour une émission qu'il dirigeait, Libre Journal de la Réaction. C'était le soir, de 21h à 22h30. C'est ça, de 21h30 à 23h. Voilà. Et alors, je l'écoutais souvent parce que c'était très bien, mais c'est quand même un peu tard. Et maintenant que j'ai un peu de problèmes de santé, je n'arrive jamais à écouter une émission du soir parce que je m'endors tout de suite. Et alors, cette émission était très bien parce que Richard de Sèze, vous allez peut-être rebondir sur ce que je dis, associait des informations parfois surprenantes. Mais toujours exact. Eh ben, j'imagine bien, exact, mais surprenantes. Alors, vous étiez allé les dénicher, je ne sais pas où, parce que l'information était en elle-même surprenante, éventuellement un peu cocasse, et vous en soulignez le caractère cocasse, absurde, amusant et nouveau. Alors, c'est une émission qui a commencé en 2016 et en fait, à l'époque, j'étais consultant dans une agence de communication. Et donc, l'une des tâches que j'avais à faire, c'était ce qu'on appelle de la veille d'information. Et donc, j'avais à ma disposition Le Monde, Le Figaro, Les Échos, l'Usine Nouvelle, et aussi tout un tas de lettres d'information plus spécialisées. Et évidemment, le Monde apporte à qui le regarde, et surtout à travers tout ce que les journalistes produisent, y compris Sciences et Avenir, Géo, le National Geographic, un slate, un nombre incroyable de nouvelles. Et je me souviens notamment de l'une de ces nouvelles extraordinaires, comme quoi des coccinelles bourrées de MST étaient en train d'envahir le voisinage des Français. Donc voilà, des coccinelles... De maladies sexuellement transmissibles. Exactement, oui. Et donc, je trouvais, d'abord, il y avait une espèce d'inventivité incroyable de la part du journaliste qui donc réussissait à transformer les coccinelles en zombies dangereux. Oui. Et il y avait aussi ce côté invasion des banlieues et des périphéries, de la périurbanité. Et donc, c'était tout à fait amusant. Et j'étais ravi d'avoir le libre journal de la réaction à ma disposition, parce que c'était l'occasion non pas de raconter n'importe quoi, mais de raconter beaucoup de choses. C'est-à-dire de ne pas avoir un seul thème, mais d'en avoir 20 ou 25 par émission. Et ça permettait d'aller vite en étant surpris. Et surtout, ça me permettait de comparer un homme politique à une coccinelle bourrée de MST, ce qui souvent était assez facile à filer comme métaphore, ou à une otarie tueuse, ou à une cigale endormie. Enfin, il y avait de riches possibilités, les holoturies. Enfin, d'une manière générale, l'homme politique est assez facilement animal. J'aime bien l'holoturie, qui n'est pas très connue. Moi, je l'ai connu en français par l'allemand. En allemand, c'est Seegurke, ça veut dire cornichon de mer. Et ben, c'est ça, c'est la même chose. Et en fait, c'est un tube digestif. Voilà. En fait, il y a une bouche d'un côté, un anus de l'autre, et donc la bête passe son temps à avaler tout ce qui passe et à le recracher par les voies arrière. Donc un peu comme un homme politique essaye de filtrer la vie sociale et en fait ce qu'on imagine bien qu'une holoterie en fait.
Et alors, mais en français, les marins parlent de biroute de mer, hein. Eh bien, Et holoturis, c'est toujours pareil. Dans certaines langues, c'est comme l'allemand, mais parfois l'anglais ou d'autres, c'est descriptif, cornichon de mer. Et alors, le mot français, l'équivalent français est savant. oui. Holoturis, c'est pas tout le monde qui sait Alors ce que cela dit, c'est. concombre de mer existe aussi, c'est le nom vernaculaire, si j'ose dire, Ah de ben, on le dit l'holoturie. aussi. Voilà, donc ça existe. Ah ben, parce que vous êtes un homme de la côte. Absolument pas. Non, Ah non, oui, là. non, vous Non, êtes non. du sud-ouest, Ouais, vous. oui, c'est ça. Moi, je suis de l'intérieur des terres. Ma famille, il y a longtemps, était à Saint-Émilion Ah bah oui, ça c'est et mon bien. grand-père, au 19e, s'est installé dans les Hautes-Pyrénées, vraiment les Pyrénées centrales. Voilà. Donc vous êtes allé du vin rouge au foie gras. Et, exactement. Et je trouve que c'est un vrai parcours. Ouais, c'est bon de faire les deux, de garder des attaches. Voilà, donc oui, dans cette émission, qui m'avait beaucoup plu, parce que notamment, vous ne mâchiez pas vos mots, et effectivement, vous alliez pêcher significativement, notamment des informations animales surprenantes. Et alors, bon, moi je m'intéresse aux animaux comme beaucoup de gens, pas tous, mais cette façon de faire exister l'animal dans l'émission, à Radio Courtoisie, c'est une forme d'écologie respectable. C'est une forme honnête et respectable de l'écologie. Savoir qu'il y a d'autres bêtes que nous. Exactement, et que c'est un. Alors, il y a aussi évidemment une intention un petit peu chrétienne, et je l'assume très tranquillement, catholique, c'est-à-dire de s'émerveiller en fait du grand chosier, comme dirait Vialat, et donc de considérer que, bien sûr, il est normal de parler d'une révolution, d'une décision politique, d'une tendance économique, d'une invention industrielle, mais voilà, être capable de considérer avec attention les fleurs du lierre et les mœurs des coccinelles, si surprenantes puissent-elles être. Ça fait partie de cet émerveillement qu'on doit avoir vis-à-vis du monde. Voilà, il y a un côté Vialat, évidemment, Chesterton, Ah oui, enfin, le bref, grand. tous les bons grands auteurs. Le grand Vialat. Voilà, donc j'ai été nourri grâce à une cousine germaine qui nous avait fait découvrir Vialat lorsqu'il a commencé à être republié chez Julliard. Et voilà, et donc je suis rentré en Vialat comme on rentre en religion. J'ai emprunté un de ses titres comme épigraphe d'un de mes articles savants. C'est l'éléphant est irréfutable. C'est absolument. Mais c'est parfait. Et en plus, c'est comme avec Vialat, il y a toujours cette espèce d'alliance incroyable d'une justesse profonde, quasi métaphysique, avec une formulation qui peut paraître paradoxale ou juste amusante, voilà, juste un trait d'esprit. Et en fait, chez Vialat, sous le trait d'esprit, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence absolue. Et ce qu'il y avait de remarquable dans ces chroniques, c'est la manière dont elles allaient butiner 15 fleurs différentes en passant de la grammaire à l'anthropologie à travers la sculpture contemporaine et une notation généralement nostalgique, tendre et un peu désespérée sur l'enfance. Et tout ça a été fondu dans un même mouvement, emporté par un même souffle. Et ça se terminait toujours, enfin pas toujours d'ailleurs, mais pour une bonne partie en telle. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Et même ça, qui est en fait une manière d'affirmer Dieu, mais de l'affirmer en expliquant un peu qu'il y avait, si je veux dire, une espèce de dialogue interculturel et que, après tout, la manière qu'avaient les musulmans de saluer la grandeur du Seigneur était peut-être quelque chose que nous avions perdu, nous, en Occident. Est-ce que ça n'était pas une pointe d'ironie plutôt ? Alors, heureusement, il y a 2 ou 3 textes de Vialat où on se rend compte qu'il est absolument sans illusion sur les vertus civilisatrices de l'islam. Oui. Oui, et donc, alors cette émission m'avait beaucoup plu. Je m'étais permis de vous féliciter. Vous aviez l'amabilité de vous en montrer touché. Oui. Et on se revoyait de temps en temps. Et alors, surtout, Richard de Sèze, il a un pseudonyme. Son autre nom, c'est Philippe Ménard. Philippe Ménard. Et longtemps, vous avez fait des émissions sous ces 2 noms. Et je me disais, ces 2-là, ils ont vraiment la même voix. Ça arrive, c'est rare. La voix, c'est très personnel. Très significativement, par exemple, souvent de père à fils, de mère à fille, on a la même voix. C'est pas vrai des visages. Non. On ne confond pas la mère avec la fille. Moi, une fois, j'ai été confondu avec mon père en 68. Mon père que je n'ai pas connu, qui était prof, qui était militant d'extrême gauche. Et en 68, il y avait un monsieur d'âge qui était en costume 3 pièces et il bavarde avec moi très spontanément. Et il me dit,
mais vous êtes resté d'une jeunesse étonnante. Et je comprends qu'il me prenait pour mon père. Admirable. Et alors, il y a des gens qui me disaient, ah, toi, tu t'appelles l'admiral. C'est-à-dire qu'apparemment, je suis la copie conforme de mon défunt père que j'ai à peine connu. Et quand je l'ai connu, je n'avais pas l'impression d'être devant un miroir, évidemment, parce que le temps avait fait son travail. Mais les gens me disaient ça. Et alors, les voix, on a la même voix, mais on n'a pas le même visage. Donc, en général, on arrive à repérer les gens par leur voix. Et moi, c'est très. Mais là, je me disais, ces deux-là, je confonds leur voix. Et ben, C'était normal. c'était pas sans raison. Et c'est Voilà. assez récemment que j'ai su que euh, quel est le prénom de Ménard, Philippe. que Philippe Ménard était aussi Richard de Sèze. Alors j'avais choisi ce pseudonyme de Philippe Ménard en 92 quand j'ai commencé à écrire dans la revue Réaction, qui avait été fondée avec Laurent Dandrieux, Frédéric Ah Rouvillois, bah oui, voilà, c'est une Jean-Pierre complicité. Descotte. Et donc évidemment j'étais très content de m'appeler Richard de Sèze, parce que voilà, c'est un nom que les royalistes connaissent. Oui, Mais bien sûr, un avocat de Louis XVI, Voilà. il y a eu un grand chirurgien. Enfin, Il y a eu un grand chirurgien, l'un de mes ancêtres a participé au soulèvement de la duchesse de Berry. Enfin voilà, on est, c'est-à-dire, on s'est fermement installé dans la contre-révolution, à peine la révolution était-elle commencée. Et je me disais, avec une pointe de vanité, que j'aimerais bien réussir, si j'ose dire, à exprimer mes idées sans la béquille de mon nom, voilà, ce qui est typiquement de ce genre de vanité adolescente. Et donc je suis allé chercher Philippe Ménard parce que mon oncle Philippe avait écrit un roman sous le pseudonyme de Pierre Ménard en hommage à Borges. ouais. Et donc je me suis dit que j'allais mélanger les deux. Et voilà, Philippe Ménard est né comme ça. Et donc ça m'allait bien. Et alors, j'en ai inventé d'autres d'ailleurs. Hubert Champrun. À chaque fois, j'ai essayé d'avoir un un prénom en 2 syllabes et un nom en 2 syllabes, quelque chose, et puis assez que ça sonne français et un peu passe-partout. Champrun, Ménard, enfin voilà, c'est de bonne aloi. Enfin, on a l'impression, c'est un peu comme Sorbier ou Paume ou Tournevis. Enfin voilà, ça sort du fossé et de la ferme, tout va bien quoi. Ah, j'adore, c'est un bon problème. On n'est pas tout à fait dans l'émission, mais on pourra toujours en faire une autre si on n'a pas douze. Le problème des pseudonymes. Et ça, c'est très. Moi, j'ai des tas de pseudonymes. J'ai fait une liste de pseudonymes. Alors, je les garde secrets parce que je leur fais dire des choses que je n'ose pas dire. Ça me paraît très bien. Dans mes textes, je dis sans aller jusqu'à ce que dit machin, quand même. Et puis alors, une fois que je voudrais, j'ai une série dans mon émission que j'appelle Langue du monde. J'ai commencé par l'arabe, la langue arabe c'est inconnu, j'ai fait le japonais avec Bruno Gollnisch, j'ai fait des tas de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Eh ben ça y est, c'est Les parti. pseudonymes. Voilà, le pseudonyme. Oui, oui, c'est ça. Et alors, je veux absolument avoir l'hébreu. Et il y a une fille que je connais qui est belle, intelligente. Enfin, il y a des gens qui sont mieux servis que les autres. Jeune, belle, intelligente, que j'ai connue. Alors, c'était rigolo. Elle s'appelle Keren Mok. Et je l'ai connue à un colloque à Pékin. Et alors, vous savez, dans un environnement inhabituel, finalement, on prend l'habitude d'être toujours un peu avec. On faisait un couple, alors que bon. Et parce qu'on était en Chine, bon, c'était très bien, les gens étaient très chaleureux, c'était un très beau colloque. Et là, je voudrais. Elle a fait une thèse sur l'hébreu, c'est très intéressant parce que on sait que l'hébreu est la renaissance de l'hébreu avec Israël, bien sûr, on sait ça, mais on ne sait pas les détails. C'est que derrière, il y a un type très savant dont j'ai oublié le nom, qui a collationné tout un ensemble d'écrits en hébreu de plusieurs générations et qui a fait un classement des vocabulaires, etc. Et donc, il avait rassemblé tout un ensemble, j'allais dire tous les éléments. On rassemble jamais tout, mais une masse imposante d'éléments à partir desquels l'hébreu pouvait renaître. Et alors, elle a fait une thèse là-dessus, et je veux la voir à l'émission, dans mon émission Langue du Monde. Et elle m'a dit, oui, mais, oui, monsieur l'amiral, mais mon éditeur dit que c'est pas bien d'aller à Radio Courtoisie. Elle a publié aux presses de... les,
Ah, des trucs de recherche, Les le presses universitaires. CNRS. CNRS, ah oui. Alors, CNRS, c'est tous des gauchistes. Ah ben, maintenant que Colosimo n'y est plus, oui, ça y est. Ouais. Alors, alors, je lui ai dit, mais écoutez, Karen, dans ce cas-là, vous intervenez sous un pseudonyme. Et alors, c'est très bien parce que vous allez pouvoir dire du bien de votre livre. Et on pourra dire, vous pourrez dire, ah, Karen Mock est une chercheuse, etc. Et alors, j'ai dit, je vous propose trois pseudonymes. Alors, je vais inventer 3 pseudonymes. Un que j'ai choisi, c'est Germaine Eskenazi. Et comme vous ne le savez peut-être pas, Eskenazi, ça veut dire allemand en hébreu, puisque les Ashkénazes, c'est les juifs germaniques. Donc, Germaine Eskenazi, ça m'amusait parce que c'était l'allemand redondant. d'allemande, c'était très bien. Et je dis sinon, je vous propose Francine Serfati. Et comme vous ne le savez peut-être pas, Serfati veut dire français en hébreu. Parfait. Et donc Francine Serfati, c'est très bien. Et je dis, si vous trouvez ça un peu trop juif, j'ai un truc très bien, c'est Marie-Louise de Saint-Sauveur. Remarquable. Et je me dis, Ça s'est frappé au coin du XVIIIe siècle, c'est Ah ouais. admirable. Puis c'est le prénom de notre 3e impératrice. Et puis bon, enfin bref. Mais je vais prendre ce pseudonyme pour moi quand même, puisque à moi j'arrive à la convaincre. Parce que l'hébreu, évidemment, il y a 2 langues que je veux avoir, c'est l'hébreu et le chinois. Et pour les mêmes raisons, ce sont des universitaires. Et le fait de venir à Radio Courtoisie n'est pas sans conséquence. Et alors j'ai un ami qui est patron ici qui me dit, oui, il faut avoir le courage des opinions. Oui et non. Enfin, quand on dépend d'une institution, l'université est une institution qui nous donne beaucoup, mais qui nous prend pas mal aussi. Et, et bon, on doit en passer par un minimum d'accommodement, parce qu'autrement, on perd le contact avec les gens, avec les éditions, avec les revues, etc. Si on est un chien crevé, moi je sais que je dis pas trop que je suis à Radio Courtoisie, enfin je le dis. Et j'ai un ami, un collègue, qui est un type de gauche qui est très bien, qui me dit, Jean-René, tu te desserres en allant à Radio Courtoisie. Il m'aime bien parce qu'il me téléphone pour mon anniversaire. Ah ben, c'est C'est gentil. sympa. Mais mais ce que je dis, je ne vais pas dire à lui parce qu'il est de gauche, ça va le choquer. Je dis à des amis proches, je dis, oui, tu sais, je te rassure, hein, je vais en civil à Radio Courtoisie. Je ne revais mon uniforme SS que dans le studio. C'est parfait. Écoutez, je ne sais pas si véritablement ça va rassurer ceux qui nous écoutent. Mais moi, alors, j'avais j'ajoute- pris ce pseudonyme il y a longtemps, avant de rentrer sur Radio Courtoisie, et j'ai abandonné en fait le pseudonyme il y a quelques années, en ayant effectivement à la fois, comme vous l'avez souligné, pardon, Richard de Sèze et Philippe Ménard simultanément, en même temps, comme dirait Macron, parce que voilà, à un moment donné, je m'étais dit que j'avais passé 50 ans et que le fait de m'afficher tel que j'étais n'était pas là où j'étais un vrai problème, parce qu'en fait, très peu de gens dans les agences de communication parisiennes écoutent Radio Courtoisie, Ouais. donc j'étais un peu tranquille sur le fait que ça ne risquait pas de me faire un gros problème. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'une manière assez cocasse, c'était les gens du Standard ou les gens du ménage qui m'écoutaient sur Radio Courtoisie, c'est-à-dire les stratèges de la boîte, évidemment, Ils sont très supérieurs. étaient à comme tous. moi, ils lisaient les Échos et Le Monde, et après ça, ils allaient écouter des films sur Arte et s'ennuyer dans des festivals à la Cinémathèque. Mais les gens du peuple qui, eux, étaient en train de courir après 4 sous et quelques subsides et surtout une raison d'espérer, eux allaient sur Radio Courtoisie. Et donc, la première qui a démonté mon anonymat s'appelait Fatima. Elle m'a dit, je t'ai entendu hier sur Radio Courtoisie. Et donc, voilà, donc, j'étais surpris, j'étais content. Et du coup, on pouvait échanger le matin avec Fatima en parlant d'autre chose que du beau temps. On parlait généralement des émissions de la veille. C'était Voilà, oui, assez agréable. Oui, je vous termine mon numéro sur... Pardon. Non, je vous en prie. C'est ça, là, c'est bien, il y a un échange de balles, comme au tennis. Alors, je ne mets mon uniforme de SS que au studio. Hein. Et je ne peux pas sortir avec, ce qui est dommage, parce que le noir me mincit. Mais il est vrai aussi que les croix gammées, ça fait un peu kitsch. Eh ben, c'est totalement, au moins kitsch, voilà, et peut-être même plus. Voilà. Mais heureusement, Jean-René l'Admiral, qu'on connaît vos véritables opinions. Et que, voilà. Non, mais j'aime bien ce numéro. Les gens de Radio Courtoisie comprendront
que c'est du burlesque, que je me moque à la fois de certains et de moi-même. Mais je sais qu'avec mes collègues de gauche, c'est un humour qui passerait pas, c'est pas net, quoi. Ça veut dire que alors que c'est très net. Il est clair que d'abord, il n'y a pas alors je préviens les auditeurs, il n'y a pas d'uniforme SS à Radio Courtoisie. Voilà, mais merci de lever cette ambiguïté. Voilà, et puis surtout, il n'y a pas d'antisémites à Radio Courtoisie. Non, Enfin, bah voilà, non. il n'y a pas de gens socialistes à Radio Courtoisie, comme pouvaient être les nationaux socialistes. Voilà, il y a, Qui sont socialistes. voilà, il y a énormément de choses qui différencient le nazi du courtois. Voilà, alors, revenons un petit peu à vous, Richard de Sèze. Donc, il y avait cette émission qui m'a fait vous connaître. Et puis, alors, vous êtes entre-temps devenu directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Vous intervenez souvent aux côtés de Liselotte Dutreuil. Dutreuil, qui assure, qui est rédac-chef de Ligne Droite. Mais par exemple, là, cet ancien est en vacances et c'est vous qui dirigez une ligne droite pendant la semaine de vacances. Alors non, pas du tout. Ah bon. En fait, pendant la ligne droite est en pause pendant toute la semaine. Ah oui, Voilà. non, c'était avant, Voilà, c'était la semaine. Non, en fait, Liselotte me donne les clés de la maison Voilà. le vendredi, parce que diriger une matinale, les gens de Radio Courtoisie et même les autres peuvent s'y intéresser. C'est 3 heures d'antenne Oui, oui. en continu, Oui, où j'ai on vu, oui. interroge des gens. Il y a une dizaine d'intervenants différents. Il faut préparer chaque entretien. En fait, c'est un boulot de Romain, et je suis stupéfait que Liselotte, qui a même pas 25 ans, soit capable de soutenir le choc et d'être à ce point-là pertinente, Elle est là. présente, parce que évidemment, avant d'interroger les gens, il y a le fait d'aller les attraper, d'aller Et ce qu'on préparer. appelle la programmation, et donc c'est un boulot de Romain qu'elle fait avec donc son équipe, là, Alexandre de Galzin, Maëlys Clausel et Adèle Rosner, et c'est un vrai travail. Et donc voilà, le vendredi, elle se repose un peu, c'est-à-dire Voilà, qu'au c'est lieu le de se lever à vendredi. 5h du matin, elle se lève à 7, ce qui est quasiment une grasse matinée, et voilà, et donc je suis aux commandes. Voilà, en quelques occasions, vous êtes aux commandes. Voilà. Et donc, mais alors, directeur de rédaction, ça veut dire quoi, par exemple? Concrètement, non. Alors, concrètement, c'est d'une part fixer la ligne éditoriale de la matinale, par exemple. Donc, autrement dit, voir quels sont les thèmes transverses qu'on va essayer de traiter au fil des semaines. Au fil des semaines En fait, sur chaque matinale, évidemment, on traite dans les d'actualité, matinales. mais on essaye, par exemple, de systématiquement se poser la question de l'efficacité de l'État. Voilà. Oui, Donc oui, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment une question. C'est une question. Ouais. C'est une question assez facile à répondre, auquel il est assez facile de répondre. Mais Je sais pas. À laquelle, pardon. Voilà, j'y suis arrivé. En principe, moi, je me rappelle dans mon passé de gauche. Je travaillais avec des gens, on était ensemble avec des amis qui étaient des disciples d'Henri Lefebvre, qui est une personnalité intéressante. C'est l'école des hautes études en sciences sociales. Oui, c'est ça, il était oui. prof de sociologie à Nanterre, et c'était un grand séducteur et un grand esprit qui a beaucoup publié, mais je me rappelle, il a fait une critique de l'État. Et mes amis étaient pour la critique de l'État, et moi j'avais accepté de faire un entretien. Il faut sauver l'État. Parce que, en principe, l'État français a été longtemps ce qui a permis à la France d'exister. Or maintenant, c'est le contraire. Il y a une inversion des valeurs. L'État maintenant est une machine à détruire le peuple. Alors l'État a eu pendant un certain temps un rôle de fédérateur, d'organisateur. Mais maintenant, c'est exactement l'inverse. L'État est colonisé, alors on ne va pas dire par des élites, le mot ne convient pas, j'appelle ça les castes dirigeantes. Le terme d'élite serait usurpé. C'est les politiques, les hauts fonctionnaires, les juges, les profs, et je ne sais plus quoi encore. Tous ces gens-là s'acharnent à la destruction du pays. À part quelques-uns qui font le travail, malgré tout, l'État fonctionne encore pas mal. Mais visiblement, on a l'impression que c'est quelque chose qui reste une sorte de rémanence, mais que le travail de destruction est continu
trouvez-vous que j'exagère, Richard de Sèze? Absolument pas. Là, en plus, en tant que monarchiste, le fait que vous m'expliquiez que la République est en train de détruire la France, j'y souscris. Mmh. Mais il est certain que C'est un président comme Macron qui passe son temps ça, à c'est lutter contre les intérêts de la France, un président comme Nicolas Sarkozy qui nous force à rentrer dans l'Union européenne malgré l'avis du peuple, euh, et qui fait rentrer l'armée française sous le et contrôle de qui nous l'OTAN. remet sous l'OTAN. Voilà, même si je ne suis pas gaulliste, c'est vrai que De Gaulle apparaît comme une espèce de rêve d'homme politique français. Oui, et bon, nous qui avons, on espère, une certaine clairvoyance politique, on est prêt, sur la base d'une option fondamentale, à apporter des bémols. Vous êtes monarchiste, mais De Gaulle, oui, quand même. Et moi, j'allais dire, la République. Moi, avant, je trouvais que le monarchisme, c'était folklore. Je voyais bien des royalistes, c'est un peu rigolo, c'est de gauche, hein. Et puis maintenant, je me dis, la République est tellement un tel foutoir qu'il est normal d'être monarchiste. Le seul problème, c'est que, bon, j'ai un peu connu Louis XX, et je suis pas du tout convaincu, je suis pas du tout légitimiste. Un de nos amis ici est légitimiste, me dit, je suis légitimiste. Je dis, écoute, légitimiste, ça a commencé par le comte de Chambord qui a sabordé le rétablissement de la royauté en France. Et actuellement, Louis XX, c'est un Espagnol qui vit aux États-Unis. On ne va pas prendre comme roi un étranger qui, en plus, vit aux États-Unis. Alors, il y a les orléanistes, le prince Jean. Bon, pourquoi pas? Vous êtes légitimiste ou orléaniste? Alors, de tradition familiale, je serais plutôt Oui, en légitimiste. principe, c'est ça, vous voyez, c'est légitimiste. Voilà, en même temps, j'occupe encore des fonctions à l'Action française, donc qui est plutôt d'obédience orléaniste. Mon sentiment vraiment personnel, c'est que le prétendant n'est pas la véritable question et que la véritable question, c'est celle des institutions. C'est-à-dire, Oui, il faut restaurer d'abord un trône. Et, une fois qu'il y aura un trône, il y aura beaucoup de gens pour désirer s'y asseoir. Voilà, et j'espère que Dieu y pourvoira. Et à défaut que Dieu y pourvoie, ceux qui ont fait en sorte que le trône existe à nouveau sauront choisir, sinon celui qui prétend, en tout cas celui qui est capable. ce que vous dites est paradoxal, mais en réalité correspond à la réalité historique, puisque au 19e, jusqu'au 19e, au début 20e encore, des pays cherchaient à mettre un prince sur le... C'est-à-dire que leur problème, c'est d'aller chercher un roi. Alors, ils allaient pêcher dans les cours allemandes, parce que l'empire des Habsbourg, l'empire, pas seulement des Habsbourg, d'ailleurs, même l'empire allemand, il y avait des tas de principautés, il y avait des tas de princes, alors on pouvait aller cueillir un prince au chômage pour en faire un roi. Et alors, ça n'est pas du tout notre esprit actuel, mais à la réflexion, compte tenu du fait que, comme vous dites, l'important, c'est les institutions, à partir du moment où quelqu'un euh, accepte et mérite d'être roi, et il y a la grâce d'État qui fait que, évidemment, que ce ne sera pas Louis XIV, ni Napoléon, ni même De Gaulle, mais ce sera quelqu'un qui fait exister le pays en faisant jouer les institutions. Et moi, alors, à la défense des monarchies, je dis, ça nous coûtera beaucoup moins cher Mais parce que oui. les présidents de la République, en 7 ans et maintenant en 5 ans, doivent assez voler pour faire une fortune. Le roi, comme on le voit avec l'Angleterre, il a une liste civile et un patrimoine avec lequel il entretient les monuments, et donc il n'a pas besoin d'augmenter sa fortune. Et bien en Il a plus, sa fortune. quand on voit la fortune des rois de France, elle a souvent été mise au service du pays, Ben plus voilà. qu'elle n'a constitué à amasser une fortune personnelle. Je suis un peu réservé sur les mérites de Charles III et de ses ancêtres. L'intérêt de... Peut-être un dernier point là-dessus, justement, c'est... Bon, envoyez le bobinard. Vous pouvez envoyer le bobino, pardon. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, alors donc, pourquoi pas le roi? Euh, et alors, je voulais ajouter quelque chose, et j'ai interrompu Richard de Sèze, Mais je vous en et prie. du coup, ce que je me permettais de dire, je l'ai oublié, mais c'est ce jeu de ping-pong entre nous, je trouve que c'est bien parce que
les changements de voix, c'est précieux pour les auditeurs, même si nous sommes deux voix masculines, et que c'est bien quand Nicolas est là, parce que ça fait une voix féminine, mais nos voix sont assez différentes, je pense, pour que les auditeurs puissent repérer qui parle de quoi. Absolument, et on peut même espérer que le propos est assez intéressant pour que le fait d'identifier la voix ne soit pas le principal problème. Et alors, le principal, c'est Richard de Sèze, puisque je l'invite comme patron d'émission. Alors, on a un petit peu regardé ce qu'il faisait à Radio Courtoisie. Notamment, moi, j'ai beaucoup apprécié vos chroniques. Notamment quand vous faites une chronique sur Emmanuel Macron, c'est un régal. C'est un massacre enjoué. Un massacre enjoué et spirituel. Et alors, vous êtes un homme des chroniques, j'ai découvert, l'autre. Alors, l'autre, je vais revenir sur le Richard de Sèze de Radio Courtoisie, puis le Richard de Sèze qui est consultant en communication. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Alors, j'ai terminé, en tout cas, en rédigeant ce qu'on appelle des notes de synthèse sur tel ou tel sujet, l'avenir des métiers à la personne, l'avenir des services à la personne, pardon. Et c'est pour qui quand vous faites ça? Alors, je faisais ça soit pour la direction générale, c'est-à-dire puisque c'était des sujets qui nous paraissaient intéressants parce que ça nous permet Direction générale de quoi? De l'agence Babel, voilà, qui était l'agence qui m'employait et qui permettait d'aller voir nos clients en leur disant qu'on avait des idées sur l'avenir de leur métier, ou qui permettait de nourrir la prospection commerciale, c'est-à-dire de se dire qu'on pouvait attaquer tel ou tel segment de marché en s'appuyant sur ce que moi et d'autres nous produisions comme notes. Je faisais aussi la formalisation des business models, donc des modèles d'affaires, qui était un exercice de schématisation de la manière dont une entreprise prend en compte son environnement pour, avec une proposition de valeur particulière, produire une valeur partagée entre les différentes parties prenantes. Enfin voilà, avouez, je me mets sur mon vocabulaire de consultant. Oui, non, mais c'est bien. Et puis aussi ce qu'on appelle des récits de marque, c'est-à-dire raconter la marque en rassemblant énormément d'éléments de langage qui permettent à la marque de faire valoir sa singularité et donc d'expliquer pourquoi est-ce que sur son marché, elle a quelque chose de particulier qui ne lui appartient qu'à elle en propre pour être la meilleure agence d'assurance, le meilleur fromager industriel, enfin ce que vous voulez. Et ce qui était très intéressant dans ce métier de consultant, c'était cette espèce d'agilité intellectuelle qu'on demande à tous les gens dans une agence, et depuis le chef de projet et le maquettiste jusqu'aux gens qui nous dirigeaient, c'est-à-dire d'avoir en permanence 10 ou 12 fers au feu, et donc de ne pas étudier un seul sujet, mais de faire en sorte d'être, de passer d'un château qui a envie de refaire son identité à un fromager industriel, à une banque, à un gros industriel qui pèse quelques dizaines de milliards et qui fait 100 000 employés, avec à chaque fois des problématiques, comme on dit, différentes. Et ça, c'était vraiment très intéressant. D'une certaine manière, c'était ce qui rapprochait du journalisme. Le fait de ne pas être toujours en train de creuser le même sillon comme un chercheur, mais au contraire d'avoir une curiosité d'esprit et la forcer. Et je trouve que le fait de forcer les gens à aller sur des terrains qui ne sont pas les leurs, pourvu que la personne se prenne au jeu, c'est le meilleur moyen de nourrir son imagination, d'augmenter ses connaissances. Mais pour ce bouquet de diversité business d'un côté, ou même journalistique, derrière, il y a nécessairement un fondement intellectuel. C'est-à-dire, il y a une formule que j'aime bien, c'est derrière Alexandre, l'empereur Alexandre, il y a un Aristote. Et alors là, derrière moi, il y avait surtout mes parents, en fait, qui m'ont donné une très bonne éducation. Alors, je ne veux pas dire qu'ils m'ont fait aller dans les meilleurs collèges, même si je suis très content d'être à la Saint-Michel de Picpus. Mais très bien. Mais voilà. Et surtout, j'y suis allé à l'époque où il y avait encore des paires de Sainte-Croix. Qui était admirable. Alors maintenant, je pense qu'ils se sont fait un peu discrets là-bas. Il y avait notamment le père Bouvier qui nous faisait la classe quand j'étais en 3e en soutane et avec la grande croix de cuivre
avec du jet à l'intérieur, donc une croix de prédication que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avait mise au point, qui permettait de la brandir, et donc on sentait qu'il l'étreignait de temps en temps quand les crétins qui étaient dans la classe avec moi expliquaient à quel point le catholicisme n'avait aucun intérêt. Et voilà, ça c'était, voilà, c'est vraiment mes parents. Ma mère était absolument passionnée de littérature orientale et de peinture impressionniste. Papa lisait beaucoup d'anthropologues et avait été, l'un comme l'autre avait été en poste au Proche-Orient, Iran, Irak, Libye, Jordanie, Syrie, Maroc. Et c'était donc voilà, il y avait une émulation intellectuelle à la maison. Mon frère était passionné de rock alternatif, évidemment. Il avait bénéficié comme moi de la même éducation, mais il y ajoutait ça. Ma sœur adorait la littérature contemporaine. Donc les conversations à table étaient intéressantes. Et quand on a, puis après ça, voilà. Donc j'ai fait mes classes en militant à droite. Et le militant de droite, on lui demande de beaucoup lire. Voilà. On lui demande de se former à la discussion, parce qu'évidemment, ses idées ne sont pas forcément celles qu'on défend ni dans les cours de récréation, ni dans les amphithéâtres universitaires, voilà. Donc, quand on arrive dans le milieu du travail, bon, c'est les opinions politiques, elles ont généralement pas beaucoup d'intérêt, sauf quand on fait les campagnes des maires socialistes ou des maires RPR à l'époque. Mais bon, j'ai jamais été dans la communication politique, mais voilà, il y a une manière de considérer que le réel existe, qu'il est formé, qu'il y a des idées, qu'en fait on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc tout ça a été formateur. Et effectivement, ça nourrit la capacité à être curieux. Voilà, parce que c'est vrai qu'on peut être curieux, mais on se perd dans le réel. Le fait d'avoir 2 ou 3 soubassements philosophiques, ça aide à ne jamais perdre pied. Oui, en somme, là, ce que vous rajoutez, ça illustre, c'est les Deux-Sèzes est une grande famille. Il y a eu l'avocat de Louis XVI. Ah ouais, je descends de son frère. Voilà, Ouais, voilà, voilà, donc- mais c'est... mais qui était bon. lui aussi un grand médecin, Paul Victor. Oui, il y a une tradition médicale chez les Deux-Sèzes. Voilà, hein. donc Paul Victor qui a écrit un traité de la sensibilité des animaux au XVIIIe. Ah bah voilà, donc, qui était, voilà votre émission. Première émission. Absolument. Voilà, et puis et ensuite effectivement, voilà, mon père a fait l'OS, mon grand-père était engagé volontaire. Ah, il était à l'OS, oui, mon arrière-grand-père Eh ben, était moi, zouave pontifical. Mon père a commencé comme trotskiste au POUM, au Partido, Ah oui. Partido POUM. C'était pendant la guerre franco, la guerre enfin, la guerre espagnolesque. Et le POUM, c'était les trotskistes. C'est ça, les Et anarchistes. le POUM marxista, POUM. Je sais pas, Valo et le U me manque. Marxista avait fait partie au début. Et alors, bon, effectivement, la guerre d'Espagne commençait, on dit les républicains. Les républicains, c'était des communistes, des anarchistes. Il y avait très peu de républicains. Alors, ils ont zigouillé les curés, la droite, etc. Et heureusement, à ce moment-là, Franco est remonté du Maroc. Mais alors, ils ont... Les républicains, qui étaient en réalité des communistes et des anarchistes, les communistes ont zigouillé les anarchistes, et après ils ont voulu zigouiller les trotskistes, sauf que les trotskistes étaient des communistes comme eux, et habitués à la clandestinité. Donc finalement, ils ont dû plus ou moins s'arranger, et quand même Franco a gagné, quoi. Ce pourquoi on ne va pas pleurer. Et alors, il se trouve que mon père qui avait commencé à l'extrême gauche, a terminé comme secrétaire général de l'organisation du colonel Trinquier, qui était une des branches de l'OAS. Une des branches de l'OAS. Et donc, moi, je suis très fier enfin, très fier, je n'ai aucun mérite, donc ça me touche. Alors que quand j'étais jeune, mon frère et moi et ma mère étions scandalisés, parce qu'il y a un conformisme, il y a une doxa tellement dominante que c'est très difficile. C'est ça que je voulais dire. Vous avez évoqué le cas où on doit garder ses pensées pour soi, et non seulement pour ne pas prêter le flanc à l'agression, qui parfois est très difficile à vivre, mais il arrive aussi, là, je travaille avec un collègue qui est professeur à la Sorbonne, et je lui dis, mais arrête, tu intègres, comme tu es victime d'une discrimination à cause des wokistes, tu me critiques après avoir, comme si tu intégrais
Parce qu'effectivement, quand on est l'objet d'une agression par l'ennemi, parfois, la tentation, c'est de prendre ses couleurs pour être à l'abri. Alors je dis non, non, moi je maintiens mes positions, il vaut mieux que je ne les dise pas, tu as raison, mais je ne vais pas intégrer la saloperie wokiste. Enfin bon. Mais c'est plus difficile qu'on ne croit, enfin ça va dans le sens que vous disiez, j'ai pas l'impression d'ajouter quelque chose, mais de faire chorus, d'aller dans votre sens. Hein. Merci de valider. Alors, j'avais commencé par dire que vous faites des chroniques très, très alertes, c'est vraiment très, très bien. Je citais celle où vous faites Macron, mais il n'y a pas que celle-là. C'est très bien vos chroniques. Et alors, en réalité, vos chroniques nourrissent vos livres. Alors, oui. Alors, parlons du troisième, Richard de Sès. Vous êtes un auteur. Alors, on pourrait citer 3 livres, puis il y en aura d'autres qui vont arriver. Je cite rapidement, puis on va en revenir. Les 33 meilleures blagues de Jésus, paru au Cerf. Le rond de serviette est-il de droite de 2022, qui est la nouvelle librairie. Et En arrivant au paradis de 2023 au Cerf. Et alors, c'est à la fois des récits qui sont marqués par une sorte de décalage ironique, parfois presque burlesque, parce que vous allez assez loin dans l'humour, dans le renversement, le paradoxe. Le paradoxe jouissif. Oui, oui, oui. Et alors, j'évite que ce soit méchant. D'abord parce que c'est très facile d'être méchant et je le suis assez naturellement. Et je trouve que... Mais vous êtes un être humain. Voilà. Donc, quand il s'agit de parler de Macron, bah, c'est normal d'y aller franco de port. Et encore, vous pourriez en dire beaucoup plus. Voilà, mais quand on parle de Jésus, il vaut mieux retenir ses coups. Et même chose en arrivant au paradis, voilà, qui est un livre... où il y a 2 ou 3 coups de griffe, mais qui est fondamentalement un livre gentil. Oui, puis surtout un livre drôle. C'est Rosaline, hein. Oui, Sœur Roselyne. Sœur Roselyne, pardon. Roselyne qui arrive au paradis, alors elle est toute surprise, c'est pas du tout ce qu'elle imaginait. Il y a la bureaucratie céleste, enfin c'est génial. C'est génial parce que il y a un effet de réel imaginaire. Et alors il y a le talent de la narration, comme si vous y étiez, comme si elle vous avait dit, elle revenait, elle me dit voilà ce que j'ai vu. Oui. En fait, j'adorais quand j'étais petit les contes que ma grand-mère nous racontait, ou les contes et légendes. Vous savez, cette série sur Fernand Nathan, là. Et il y avait une espèce de proximité dans les Chevaliers de la Table Ronde, dans les légendes chrétiennes, le Jacques de Voragine réadapté pour les enfants. Donc il y a un merveilleux chrétien où on est de plein pied en fait avec une réalité surnaturelle, préternaturelle, et où et je voulais retrouver ce ton en fait de naïveté, un peu Alphonse Daudet, vous voyez, voilà, quand il me parle du curé de Cucugnan. Alors évidemment, je cite Jacques de Voragine et Alphonse Daudet, donc j'ai tendu la corde de l'arc au maximum. Évidemment, j'ai visé la bonne cible. On peut pas dire que la flèche s'y soit plantée, mais c'est bien, c'est réussi. C'était ce que je voulais retrouver. Vous avez trouvé un style. Vous avez trouvé un style, et effectivement, on a toujours des modèles. Les modèles, on les imite. Et ce qu'on trouve, c'est pas une imitation, c'est soi. Merci. C'est ce que j'indique à mes étudiants. J'ai dit, on parle toujours de Socrate, effectivement. On a une formation philosophique, on travaille Kant, Descartes, etc. C'est très important. Mais l'intérêt de tout ça, c'est qu'au bout du compte, c'est votre pensée qui va émerger de cette confrontation. Et c'est pareil pour l'écriture. Je dis aux étudiants, recopier des passages d'auteurs que vous appréciez, et ce travail de copie est une forme d'imitation, mais en même temps c'est la synergie de la main, du cerveau et de la parole, qui est les subvocalisations, et après cette imitation de quelques auteurs, c'est la naissance de votre propre style. Alors c'est exactement ce que dit Bruno Lafourcade, il qui est excellent auteur, hélas méconnu, et qui nous disait, et notamment quand je l'ai interrogé sur Radio Courtoisie, qu'il avait copié des centaines de pages de Blaise Pascal et d'autres grands auteurs français, et de Renaud Camus, parce qu'il voulait se pénétrer physiquement en fait du style qu'il appréciait.
Oui, Voilà. d'une- Et il considère qu'il s'est forgé son style, bien sûr en lisant, mais presque plus en recopiant mécaniquement. Voilà. Et donc, voilà, bah, il serait heureux de vous entendre. Oui, ben moi, c'est ce que j'ai pratiqué. Et alors, ce que je recommande, puisque mes étudiants étaient étudiants de philo, mais que je faisais l'écriture, donc je proposais essentiellement deux auteurs, Vladimir Jankélévitch, dont j'ai été l'élève à la Sorbonne, mais dont l'écriture est baroquiste, hein. Il en fait des tonnes, mais il y a une culture immense, la littérature, les Grecs, tout est là. Et puis le style est vraiment... On peut, faut pas écrire comme ça, c'est trop riche, trop funeste. Et il a fait notamment un livre dont le titre m'enchante, c'est Le je ne sais quoi et le presque rien. C'est parfait. C'est formidable, hein. Et puis par ailleurs, à l'autre extrême, il y a Alain, où lui, il est classiciste. Je ne dis pas classique, mais classiciste. Et de même pour Jean Kelvitch, pas baroque, mais baroquiste, parce qu'il y a de l'excès. Or, pour trouver son chemin, c'est bien d'avoir des modèles excessifs qu'on imite dans un premier temps, mais qui nous font dire, ben non, moi, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. C'est ça. Moi, alors, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Chardonne. Et puis, il y a un moment donné où cette espèce de rigueur protestante où tout a goût d'eau tiède et de porcelaine pâle, alors, même si c'est terriblement intelligent. D'abord, j'ai appris qu'il était radical socialiste. Ça m'a un peu gâché ma joie. Et, mais voilà, il y avait ce côté classiciste, comme vous dites, d'Alain, c'est-à-dire on parle comme si on forgeait en permanence des aphorismes délicats. Et de l'autre côté, il y avait Vialat, qui était dans un jaillissement un peu, alors qui était classique, mais sous des dehors un peu baroque, au sens où la ligne baroque est généralement très ferme en fait. Et après ça, il y a un nombre d'arabesques incroyable. Et donc, on peut se perdre dans les arabesques et ne regarder que les feuillages. Mais après ça, il faut revenir au dessin. Il y avait une très belle exposition à Chantilly sur la marqueterie Boulle. Et on voit à chaque fois que cette marqueterie est stupéfiante. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, en fait, les lignes de force sont très claires. Et voilà, je trouvais que Vialat, c'était exactement ça. C'est-à-dire, la ligne de force est claire. Mais on s'autorise toutes les promenades. Voilà. Et donc, mais pourvu qu'on revienne invinciblement sur le sentier. Et là, ce sont des écritures de pensée. C'est-à-dire que c'est à la fois une ambition littéraire, de bien écrire, et en même temps, l'écriture est au service d'une pensée, d'une remise en cause, d'un approfondissement, pas forcément une remise en cause. Là, c'est mon passé de gauche qui ressort, mais un approfondissement du rapport à la réalité, à ce qu'on peut atteindre de vérité, et notamment de remise en cause de la doxa, de la pensée dominante. Vous avez cité cet écrivain, et alors là c'est Alzheimer, Lafourcade, qui est un type très bien, lui. Quand il parle, d'abord il exprime ce qu'il a dit, mais il est toujours un petit peu bourru. C'est-à-dire, il y a un peu un côté scrogneux. Oui, et il joue les brutaux avec. D'abord, je pense que c'est en partie sa nature, mais c'est aussi son style. Voilà, parce qu'il aime bien, il aime bien jouer le bélier, en fait. Voilà. Oui, puis il choisit ses cibles, hein. Il y a les cibles qu'il prend pour cible, en l'occurrence, ne méritent pas un autre traitement. Oui, l'un de ses essais s'appelle, je crois, La littérature à balles réelles. Oui, voilà, bon, on a compris que c'est un jeu de massacre, mais voilà. C'est effectivement tous ceux qui passent devant son fusil méritent la balle. Oui. Alors, il y a donc aussi toujours dans la série de vos livres. Alors, d'abord, peut-être, j'annonce, j'ai cité 3 des livres qui étaient parus. On peut annoncer des prochains. En tout cas, un que j'attends avec impatience, c'est un livre sur les Anglais qui doit paraître en octobre prochain. Voilà, je touche du bois, mais chez Salvatore. Et ça, c'est donc je déteste ces Anglais par esprit de famille, par principe, par raison, à force de lire, en fait, tout simplement, les Anglais sont. L'histoire du rapport avec l'Angleterre est une histoire de trahison. Mais constante. Ouais, ça fait des siècles que ces gens-là sont abominables. Et c'est un enfin non. Et le président de la République. J'allais dire, c'est un B. Non, on va pas le dire. Mais non, restons juste en deçà. Le président de la République, là, qui fait équipe avec le Britannique dans une charge contre la Russie qui est totalement absurde. D'abord, qui n'aura pas lieu, et si elle avait lieu, ce serait une déroute.
Je ne sais plus qui disait, il suffira que Washington téléphone à Londres et l'anglais va se coucher et Macron va être tout seul à faire des rodomontades. C'est ça. Mériadec Raffray nous disait à l'antenne de Radio Courtoisie la semaine dernière que tous les soldats français qui sont en train de travailler sur la coopération avec, comment dire, Keir Starmer savent très bien que les Anglais, au dernier moment, comme d'habitude, feront demi-tour. Et voilà. Et donc là, c'est un livre où je parle à la fois d'Henri V, de Lady Diana, de Lord Kitchener, de Churchill, et aussi de gens moins connus, Marie Stopes, etc., qui sont tous eugénistes, racistes, assassins, pédophiles. Enfin bref, en fait, c'est la crème de la gentlemanlikeness, comme disent les Anglais eux-mêmes. Le mot est aussi laid que la chose. La gentlemanlikeness. Donc voilà, autrement dit, c'est la qualité d'être gentleman. Et qui sont mais véritablement abominables. Et donc voilà, il y a une trentaine un peu plus de biographies, donc de gens qui ont été odieux d'une manière générale. Ah oui, c'est très bien. Voilà, tout est vrai. Autrement dit, tout est pénible pour les Anglais, puisque rien de tel que la vérité. Voilà, oui. Alors, écoutez, ça c'est très bien. On a parlé un peu en arrivant au paradis. Le rond de serviette est aussi un ensemble de critiques, d'objets absurdes. Et là, c'est la chronique et l'objet de la chronique Voilà, alors il s'agissait en fait de parler des choses qu'on laisse de côté d'habitude. Alors il y a des gens qui en font des bouquins chez José Corti en expliquant qu'ils font exprès d'aller chercher des choses abjectes et sordides. En fait, ils nous parlent de cailloux, par exemple. Je cite un ouvrage précis que j'ai en tête, je fais exprès de ne pas citer l'auteur. Moi, j'ai voulu parler des cailloux, des tire-bouchons, des outils, des mots de la langue française, des objets qui, a priori, ne sont pas politiques, qui sont infrapolitiques, et de montrer au contraire que... on peut y lire quelque chose. Exactement. Et que dans la manière dont ils ont été conçus, dans la fonction qu'ils remplissent, dans l'usage qu'on leur donne, et les changements d'usage, les détournements. Et donc, le tire-bouchon est de droite, mais pourquoi ? Le rond de serviette est de droite, mais pourquoi ? Les herbes folles sont de droite, mais pourquoi ? Voilà. Et donc là, il va y avoir un second tome qui va paraître donc le mois prochain, en mai. Sur le même titre ? Non, les belles-mères sont-elles de droite ? Ah oui, les belles-mères sont-elles de droite ? Alors pourquoi les belles-mères ? En fait, c'était une soirée à l'Incorrect, puisque ce sont des chroniques qui paraissent dans l'Incorrect, et on était tous un peu pris de boisson, donc c'est le moment où les daimons de chacun parlent à voix haute, et donc deux camarades de l'Incorrect sont venus me voir en me posant la question des belles-mères. Je sentais qu'il y avait une souffrance chez eux. Et, un agacement, une souffrance un peu les deux. Enfin, voilà, oui, non, c'est pour le moment. Comme ils sont amoureux de leur femme, c'est juste un agacement. Après ça, grâce aux femmes, les belles-mères sont supportables. Et donc, il y a là aussi 35 ou 36 chroniques sur des objets très divers. Voilà, puisque à côté des belles-mères, il y a aussi les intestins des poissons zèbres. Et donc, ce genre de choses. Voilà. Cela dit, à la décharge des belles-mères, toutes les femmes ont vocation à être belles-mères un jour ou l'autre. Ça leur pend au nez. Oui. Ça encourage à la compassion et à la gentillesse. Pour prendre une formule qu'employait ma mère, vous connaissez peut-être, c'est ça leur pend au nez comme un sifflet de dessous. Oh, c'est joli. C'est beau, très bien. Un sifflet de dessous. On se demande où on a un sifflet de dessous. Et voilà. Et alors donc, on approche de la fin. Donc, on a vu on a parlé de Richard de Sèze à Radio Courtoisie, ce qui était un gros morceau, et moi je suis très content d'avoir interviewé un super patron d'émission. J'en ai cité d'autres, mais effectivement, et je vais continuer. Encore une fois, parce que je pense les étudiants, les auditeurs, ça les intéresse, ils entendent beaucoup Richard de Sèze sur les ondes. Non seulement il y a eu ses chroniques dont j'ai parlé, son émission sur Libre Journal de la Réaction, son intervention une fois sur deux, c'est vous qui faites la deuxième partie après le débat qu'anime Pierre-Alexandre Bouclé, où j'ai eu le privilège d'être invité par vous. L'émission passera plus tard, donc c'est du passé. Mais, et alors,
euh, vous êtes et maintenant vous êtes directeur de la rédaction. Et alors on a fait ça. Vous nous avez dit quelques mots de votre autre activité comme Consultant. consultant, et on a fait un petit survol des livres, mais on n'a pas été loin. On pourra toujours recommencer. Et là, le technicien me fait signe que notre émission est terminée. Donc, je vous remercie, Richard de Sèze, d'avoir accepté mon invitation. Et je remercie. Alors, je regrette que Nicole ne soit pas des nôtres parce qu'elle est souffrante, mon assistante. Et je remercie le technicien qui est Axel, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, à bientôt. Je ne sais pas encore quand je vais diffuser cette émission, parce que j'aime bien avoir des émissions en boîte. C'est une excellente idée et tous les patrons d'émissions devraient vous imiter, Jean-René. Et aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, on est le 14. Je vais faire une émission sur la Reconquista, et mon invité était malade. Et heureusement, j'ai sorti une émission que j'avais en boîte et qui était euh, le. Oui, bon, ça ne me revient pas, mais que j'avais heureusement en boîte sur le virus, hein, les, les effets secondaires d'un prétendu virus. Voilà. Merci. Au revoir à tous. C'était donc Paroles et Pensées.